Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue sur ce webinaire organisé par Mastéos pour présenter la ville de Lyon et les opportunités d'investissement. On va laisser quelques minutes à tout le monde pour se connecter et puis on va pouvoir démarrer. Ok. David, on voit bien. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Super. Très bien, oui. Allez, on se dit qu'on commence à 13h05. Comme ça, pour ceux qui prennent leur pause lunch, on déborde pas et on respecte votre temps. En tout cas, bienvenue à tous et puis merci pour votre présence. Alors, pendant la conversation, pendant la présentation, ce qu'on va faire, c'est que vous allez pouvoir ajouter des questions si vous le souhaitez. Donc, il y a un chat dans lequel vous pouvez ajouter des questions. Je m'assurerai de les lire au fur et à mesure. Et puis, à la fin, on aura toute une session de questions-réponses, que ce soit sur Lyon en particulier, sur Mastéos ou même sur certains des biens qu'on va pouvoir vous présenter. Donc là, si vous regardez dans le chat, dans la conversation, je viens d'ajouter une petite question pour un peu apprendre à cerner les personnes qui sont dans la salle. Et on vous demande si vous avez déjà investi en immobilier. Et je vais vous ajouter une seconde question dans quelques secondes pour savoir si vous avez déjà investi ou pas à Lyon, ce qui va nous donner un petit peu une idée de qui est présent et du niveau de détail dans lequel on va rentrer, notamment en ce qui concerne la ville de Lyon. Et juste après, on démarre. Voilà, je vous ai mis les deux questions si vous voulez y répondre, c'est avec plaisir. Et du coup, je vous propose de démarrer. Donc, bienvenue à tous. On a démarré cette série de webinaires il y a quelques semaines à présent. On essaye de faire des présentations qui ont pour vocation à la fois d'enrichir vos connaissances sur l'investissement locatif. La semaine dernière, on a fait un deep dive sur tout ce qui se passait du côté fiscal pour essayer de comprendre les implications que ça pouvait avoir sur vos investissements. Cette semaine, on parle de Lyon. Lyon, c'est une ville qui historiquement est énormément plébiscitée par nos clients. Chez Mastéos, on a accompagné pas loin de 500 clients uniquement sur la ville de Lyon. Et en même temps, c'est une ville où il y a énormément de dynamiques différentes, il y a beaucoup de quartiers, beaucoup d'arrondissements, et donc les opportunités d'investissement évoluent. Donc le but de ce webinaire à la rentrée, c'était un peu de faire le point sur où on en est à Lyon, quelles sont les bonnes opportunités, quelles sont les grandes tendances, et puis de répondre à vos questions par rapport à ce marché qui, du coup, comme je le disais, est super dynamique. Donc, rapidement pour se présenter, je suis Arthur Rollin, je suis vice-président chez Mastéos, et aujourd'hui, je vais être accompagné de Zoé Ravoire et de David Fermin, qui sont nos deux experts sur la zone de Lyon. Zoé et David, je vous laisse vous présenter si vous le souhaitez. Bonjour à tous. Donc du coup, Zoé Ravoir, je suis chez Mastéos depuis juin 2021. Et du coup, voilà, on a fait énormément de projets locatifs. Et David, tu nous as rejoints en septembre, donc très peu après. Euh, qu'est-ce que... Oui, exact. Donc, David Fermin, chasseur depuis fin 2021 également. Donc, on a pu accompagner effectivement des clients sur tout type de projets, autant des colocations, des immeubles de rapport, comme sur des petites surfaces, des studios. Et aujourd'hui, 3 ans après, on a quand même ouais, une belle expérience et du coup pas mal
de connaissances qu'on a pu engranger de par ces projets passés. Super. Bon, on va vite rentrer dans les détails. Merci Zoé, merci David. Pour rappel, hein, Mastéos, c'est 2000 clients accompagnés sur les 4-5 dernières années, un peu partout en France, Lyon étant une de nos zones les plus fortes, peut-être en concurrence avec Marseille. On vous accompagne de A à Z, ça veut dire qu'on réalise à la fois du sourcing, c'est notamment ce que font David et Zoé, c'est pour ça qu'on va discuter avec eux des opportunités sur Lyon. Nous, on est présent sur les travaux, on est contractant en général et on s'occupe de la gestion de vos biens derrière. Bref, le but, c'est pas de parler de Mastéos, c'est de parler de Lyon. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer par un aperçu de Lyon. Ensuite, on va aller double-cliquer sur les quartiers qui nous semblent être les plus porteurs aujourd'hui. On va vous expliquer pourquoi et quelles sont les tendances de fond qui expliquent que ces quartiers représentent des belles opportunités pour l'investissement. On aura une section questions-réponses et puis à la fin, on a 3 biens en exclusivité qu'on va vous présenter pendant ce webinaire. Donc, c'est des biens qui viennent d'être chassés et on vous expliquera pourquoi ces biens ont retenu notre attention. Allez, Zoé, David, je vous laisse prendre la main sur la présentation de la ville de Lyon dans son ensemble. D'accord, ben, du coup, très bien. Le premier chiffre que tu as choisi de présenter, il est intéressant. Première ville française de création d'entreprise. La plupart des personnes qui s'installent sur Lyon ne viennent pas pour le beau temps. C'est plutôt pour des opportunités économiques, que ce soit de l'emploi ou effectivement un projet professionnel. Donc, c'est quelque chose qui anime beaucoup effectivement les personnes qui s'installent sur Lyon. Donc, deuxième pôle économique de France. Notamment, il y a des gros pôles économiques tels que Lyon-La-Part-Dieu. C'est un petit La Défense, si on peut l'appeler comme ça, avec la première gare hors d'Île-de-France en termes de fréquentation. Et après, bon, c'est vrai que depuis très longtemps, les échanges commerciaux ont favorisé le développement de Lyon parce que son emplacement est assez stratégique, proche du nord de l'Italie, proche de la Suisse et assez proche de Paris, en tout cas en termes de rapidité de transport. On a le biopôle ou le pôle santé de Gerland, où on a des sociétés comme Behringer, Sanofi, des installations de Biomérieux, même si aujourd'hui ils ont décalé leur siège. Et donc voilà, et c'est une ville dans laquelle, ben là, je suis. Il y en a beaucoup qui ne seront pas très d'accord avec la facilité à trouver une location. Après, c'est vrai que ça dépend beaucoup du type de location quand on est, on va dire, en CDI, en couple. De CDI, c'est un peu plus facile, mais quand on est étudiant, jeune, actif, seul, etc., c'est extrêmement difficile. Toutes les agences locales voient le phénomène s'empirer. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui poussent les portes des agences jusqu'en novembre, alors que la rentrée est en septembre, toujours à la recherche de location. Donc, beaucoup de ces étudiants soit abandonnent leurs études, soit se mettent dans des Airbnb en attendant. Et j'ai lu dans la presse, effectivement, qu'il y en a même qui vont jusqu'à vivre à Saint-Étienne, donc 1h30, je pense, de train. Tous les jours pour pouvoir poursuivre leur projet étudiant par manque de logement. Super. En effet, tension locative vraiment maximale. Là, on a pris sûrement une généralité et différentes typologies, mais on sait bien que sur les typologies qui nous intéressent, du type studio T1 bis jusqu'à T2, on est peut-être même sur une des zones en France, et nous on couvre une quinzaine de villes sur lesquelles on a le plus de mal aujourd'hui malheureusement à se loger. Ouais. Et effectivement, l'évolution de la population, pour moi, c'est la donnée la plus importante. Encore que là, on a pris uniquement la ville de Lyon. Mais quand on prend le Grand Lyon et la métropole, en 10 ans, ça a grandi de la taille d'une ville moyenne comme Valence pour rester dans la région. Donc, ça a énormément grandi. Et ça va aussi avec des investissements dans les transports. Moi, quand je suis arrivé à Lyon en 2009, il y avait tout juste la 4e ligne de tramway
qui était inaugurée. Aujourd'hui, il y a déjà la 10e qui est en chantier. Donc, toujours de nouveaux territoires qui sont de plus en plus et de mieux en mieux intégrés à la métropole. Et c'est ça qui est intéressant aussi d'un point de vue investissement, c'est qu'on peut aller dans une zone aujourd'hui où il n'y a pas de tramway, et du coup, le prix au mètre carré s'achète moins cher. Et dans 2 ans, il y a le tramway qui arrive et du coup, ça fait grimper les prix du foncier. Super. Et du point de vue culturel et gastronomique, David, tu vas ajouter quelques points. Oui, ben effectivement, hein, on a de plus en plus, ça se développe beaucoup avec les blogs de food, TikTok ou autre, mais il y a beaucoup de personnes qui viennent pour, euh, pour s'essayer à la gastronomie lyonnaise et à l'héritage de Paul Bocuse notamment. Et donc, effectivement, on a un tourisme de plus en plus important et des personnes qui viennent de plus en plus loin. Donc, c'est bien pour l'économie locale, c'est bien pour les restaurateurs. Et voilà. Super. Et donc, dans Lyon, on a essayé de faire un focus sur les trois arrondissements. Trois arrondissements qui présentaient trois stratégies d'investissement différentes, mais qui avaient tous un attrait en particulier pour l'investisseur immobilier. Donc, un focus sur Lyon 2, pour une approche qui va être plus, qu'on appellera plus patrimoniale. Lyon 3, qui serait plus équilibré, vous pouvez voir sur les cartes. Et puis finalement, Lyon 8, pour une approche dite plus rendement. Tout ceci étant entre guillemets, puisque dans l'ensemble, et David, je te laisserai me contredire si tu n'es pas d'accord, mais on est quand même sur la ville de Lyon et donc sur une approche relativement sécurisée de l'investissement locatif. Oui, effectivement, on est dans une approche assez patrimoniale dans l'ensemble. Et c'est d'ailleurs pour cela que la plupart des projets qu'on propose sont des projets plutôt avec des petites surfaces, ce qui permet en fait de ne pas avoir un effort d'épargne trop important parce que si on va sur des appartements, des T2 de 40 mètres carrés par exemple, on aura un effort d'épargne assez important du fait que la différence du loyer entre un 20 mètres carrés et un 40 va pas être du qui tout double, alors que du coup, au niveau du prix, très probablement. Ouais. Donc une leçon qu'on retrouve dans pas mal de nos villes patrimoniales, de plutôt se focaliser sur les petites surfaces. OK. Premier focus, le quartier de Lyon 2, donc l'investissement sur la presqu'île pour les connaisseurs de Lyon. David Zoé, je vous laisse nous parler de Lyon 2, du coup, sur l'approche la plus patrie qu'on pourrait trouver pour un investisseur sur Lyon. Oui, ben, Lyon 2, du coup, c'est là où on retrouve certains des endroits les plus connus de Lyon, notamment la place Bellecour, lieu de rencontre par excellence, avec le croisement de 2 lignes de métro, une grande place, donc assez simple pour s'y retrouver comme point de départ. Et on a effectivement des quartiers. Ben, on a la rue Édouard Herriot, qui est un peu le carré d'or lyonnais, donc avec toutes les boutiques de luxe Louis Vuitton et compagnie. On a également la rue de la République et la rue Ampère, qui sont des rues piétonnes très marchandes voilà, pour des après-midi shopping. Et il y a aussi la confluence, donc c'est le sud de cette presqu'île, là où se rejoignent la Saône et le Rhône, qui est un nouveau moteur de ce secteur, avec depuis une dizaine d'années énormément de nouveaux projets immobiliers. On peut citer la tour qui a été inaugurée par Vinci avec l'architecte Jean Nouvel. Voilà, des biens qui se négocient très cher et pas mal d'opportunités autour de la gare Perrache, longtemps boudée, cette gare, parce que c'est une monstruosité architecturale, qui est un projet de rénovation, donc 150 millions d'euros de budget pour sa rénovation entière et de très très belles opportunités du coup à aller chercher proche de cette gare.
Donc, du coup, David, sur Lyon 2, toi, tu cibles vous ciblez plutôt le secteur Confluence slash Perrache. Pour les Effectivement, connaisseurs qui seraient sur le call et qui géolocalisent très bien Lyon. OK. Effectivement, déjà, si on se projette sur le très long terme, il y a beaucoup de personnes qui connaissent Lyon que quand ils traversent la France de nord-sud et qui passent par Perrache. Du coup, ils doivent avoir un très mauvais premier aperçu. Mais justement, si on se projette à très long terme, cette autoroute a déjà été déclassée. Donc, c'est plus la A6 à ce moment-là, mais la M6. Donc, au niveau métropole. Et l'idée, le projet urbanistique à long terme, ça va être qu'il y ait plus ce passage-là. Et donc, et même de regagner le Rhône et pouvoir y installer des péniches avec des restaurants comme on peut avoir un peu plus haut sur la presqu'île. Donc ça, c'est le très long terme. Mais déjà, dans l'immédiat, cette rénovation de la gare qui va la rendre beaucoup plus vivable, beaucoup plus sexy, va permettre à tous ces appartements qui sont autour de la gare, qui aujourd'hui se négocient beaucoup moins cher que le reste de la presqu'île, eh bien, ça va permettre de rééquilibrer tout cela. Et sur la presqu'île, je crois qu'on est sur des prix moyens, parfois pas loin des 6 000, 6 500 € sur les petites surfaces. Si tu te focalises du coup sur cette zone précise de la presqu'île, on se situe où à peu près? Eh bien, sur les petites surfaces, on va pouvoir aller chercher avant travaux du 4 000 € du mètre, 4 000, 4 500, pour finir après travaux en dessous des 6 000. Parce que c'est vrai que la moyenne, c'est 6 000 pour les petites surfaces, mais effectivement, la moyenne haute, ça peut aller jusqu'à 8 000, voire plus pour des petites surfaces à certains emplacements comme Place des Jacobins, Place Bellecour, etc. Ça marche. Et du coup, on passe là sur une des réalisations que vous avez mis en œuvre, qu'on a mis en œuvre ces derniers mois. Un projet typique sur Lyon 2. Là, l'objectif, c'est pour les personnes qui sont présentes sur le webinaire, de vous donner une idée du genre de rendement qu'on va aller chercher, du genre de projet, des coûts d'acquisition. Donc, on voulait vraiment vous donner des exemples concrets de projets réalisés. Soit ici un projet qu'on avait acheté pour 99 000 euros, sur lequel on a mis 26 000 euros de travaux, donc 125 000 sur l'enveloppe foncier plus travaux, pour aller chercher un rendement brut de 5,4%. Je ne sais pas si tu veux en dire un petit peu plus, David ou Zoé. Oui, effectivement, c'est un projet qui était très intéressant. C'était un couple d'anciens étudiants de la faculté catholique qui se trouve à moins de 500 mètres de cet appartement. Et du coup, ils aimaient bien le secteur et ils voyaient tout l'intérêt du secteur. Donc, ils se sont positionnés sur ce bien où il y avait quelques défis techniques. Sur la photo, on ne voit pas, mais le sol, il n'était pas tout plat. Et du coup, bon, on voit bien qu'effectivement, et puis l'agencement avec cette sorte de couchage en alcôve qu'on peut retrouver souvent dans des vieux appartements, on est effectivement aujourd'hui sur quelque chose de super moderne et qui se loue extrêmement bien auprès des autres étudiants, des nouveaux étudiants du coup de la faculté catholique. Super, passage de témoin. C'est Merci, ça. David. On passe à Lyon 8. Du coup, sur Lyon 8, vous vous rappelez peut-être de la carte qu'on a montrée tout à l'heure. On est plus sur l'est lyonnais, enfin, l'est du centre de Lyon. Intéressant parce qu'on va sur des projets pas en complète opposition, mais en tout cas, on va plus miser sur le potentiel du quartier et chercher des rendements légèrement plus élevés. Je vous laisse peut-être nous en dire un petit peu plus. Oui, effectivement, Lyon 8, c'est peut-être l'arrondissement où on trouve l'écart de prix le plus important. Si on prend les prix les plus élevés, tu as choisi effectivement la bâtisse où a été inventé le cinéma. Donc ça va être le quartier Mon Plaisir, qui est très recherché aujourd'hui et très cher. Et on a une autre partie, on a plusieurs parties de Lyon 8 intéressantes. Tu parles du projet Lyon-Mermoz. Typiquement, Mermoz, c'était le Far West, on va dire, en termes de vraiment, c'était loin, personne ne s'y voyait. Mais ceux qui s'y sont vus, c'était bien les promoteurs parce qu'il y a eu énormément
de projets de promotion et un quartier du coup qui décolle bien. Et comme tu dis, avec l'arrivée du tram T6 et son prolongement actuel vers le campus le plus important de la région, qui est le campus de la Doua, avec notamment des facs de sciences, dont l'école INSA. Ouais, j'ai choisi cette photo parce que mon appartement étudiant, il y a 15 ans, était à 100 mètres de la place. Donc voilà, on retourne à ses origines. Super. Et pareil, un exemple de réalisation sur Lyon 8, du coup avec des rendements plus élevés. Tu veux nous parler de celui-ci? Oui, c'est un des projets qui me tiennent le plus à cœur. C'était vraiment un appartement très difficile à se projeter. Donc, on avait 7 pièces qu'on voit sur le haut qui servaient de chambre et aussi de salon. Et à côté, on avait une sorte de cuisine, voilà, avec du carrelage. Et c'est un des appartements les mieux conçus. Je me rappelle, moi, je voulais pousser pour qu'on garde 2 pièces, 2 vraies pièces. Et j'avais été convaincu par les architectes Mastéos de faire uniquement un couchage avec un claustrat, donc une structure en bois pour séparer euh, le lit et sans réelle fenêtre, mais comme ça, on gardait 2 fenêtres sur l'extérieur. Et effectivement, c'est un bien qui se trouve très proche de la faculté de médecine, en face du CHU Édouard Herriot, donc secteur métro Grange-Blanche. Et ça, c'est un super bon secteur parce qu'on trouve effectivement de très bons prix. Et par contre, ça se loue très bien et assez cher parce qu'un secteur avec très, très forte demande étudiante. Ouais, super. Et j'en profite parce qu'on aura sûrement la question. Est-ce que tu peux peut-être juste toucher le sujet des encadrements de loyer à Lyon et de ce qu'on fait notamment pour être capable de sortir un loyer qui reste dans les prix du marché tout en étant dans les coûts d'un point de vue réglementaire? Tout à fait, oui. Ben, juste après que je sois arrivé chez Mastéo, c'était la bonne nouvelle de la rentrée, janvier 2022. Donc, la ville de Lyon s'est portée candidate pour tester l'encadrement des loyers. Donc, c'est une mesure expérimentale. L'idée étant de mettre un frein voilà, aux personnes malhonnêtes qui louent leurs biens extrêmement chers. Euh, et donc, l'idée étant de ne pas pouvoir dépasser un certain loyer, en tout cas de base, et en tout cas de communiquer sur les annonces et sur les baux quel est le montant du loyer encadré, avec la possibilité donnée par le législateur d'y appliquer des compléments de loyer. Pourquoi? Parce qu'effectivement, si on se base sur la moyenne du marché, le bien moyen qu'on va trouver, ben, ça va être plutôt celui de la photo du dessus. Alors qu'effectivement, nous, ce qu'on propose, ça va être plutôt la photo d'en dessous. Donc, pour pouvoir effectivement juste valoriser un certain, ben, ça peut être l'emplacement, ça peut être la vue sur un monument historique, mais ça peut aussi être des prestations de l'appartement. Voilà, ça a été décoré et rénové voilà, par un travail d'architecte avec beaucoup de goût. Donc, c'est pour pouvoir effectivement se démarquer du marché moyen. Les locataires, ils ont le droit de contester ce complément de loyer, ils ont le droit de ne pas être d'accord. Ils ont 3 mois pour le faire lorsqu'ils signent le bail. Et ben, nous, avec le recul qu'on a donc de 3 ans de colocation et de tous les projets, comme disait Arthur, qu'on a réalisé, on a eu uniquement une contestation sur 300. Donc effectivement, c'est quand on se met au bon prix et qu'il n'y a pas d'autres conflits avec son bailleur, de manière générale, Et on n'a qu'on pas a de un souci peu avec ça. bien rédigé. Ouais, tout à fait. Merci David. Et pour finir, on avait choisi de faire un focus sur Lyon 3. On est sur une stratégie qui est plus équilibrée, entre guillemets, entre le plus patrie et l'approche plus rendement de Lyon 8. Lyon 3, c'est le fameux quartier de la Part-Dieu. Et je vous laisse nous en dire un peu plus. Oui, effectivement, Lyon 3, donc, ben, c'est l'arrondissement où j'habite. Euh,
donc, historiquement, c'est un quartier, effectivement. Alors, Lyon 3, c'est aussi un arrondissement assez large, mais on va se concentrer un peu sur tout ce qu'il y a de l'autre côté des lignes de train. Parce qu'effectivement, dans beaucoup de villes, les rails de train ont servi de frontière naturelle entre le côté cher et le côté pas cher. Et du coup, aujourd'hui, effectivement, même si les prix s'équilibrent beaucoup, dans tout ce côté de la Villette, il y a encore de belles opportunités à aller chercher et des biens qui vont très très bien se louer avec les nombreuses entreprises à envergure nationale voire internationale qui se trouvent dans cette zone. Oui, super. Vas-y, et je te laisse présenter du coup cet exemple-là. Alors là, on a choisi l'exemple d'une colocation. Des colocations, on a fait plusieurs. On aurait pu certainement en parler sur les deux autres arrondissements également. On a choisi ce projet-là de colocation dans Lyon 3, où évidemment on est sur un prix de vente qui est plus élevé, un montant de travaux qui l'est également pour permettre une attractivité pour les futurs locataires. Donc, même si on est sur une zone où il y a une tension locative extrême, c'est important d'être capable ne serait-ce que de se démarquer, parce qu'il y a aussi de l'offre en colocation et d'aller chercher le meilleur prix. Et puis d'avoir un logement qui est agréable, qui soit mieux entretenu par ses locataires. Donc là, on est sur un budget de 285 000 euros foncier plus travaux inclus. Et sur ce projet-là, David, tu nous rappelleras le nombre de chambres. J'ai envie de dire 3, mais je peux me tromper. On est allé chercher un rendement de 7% brut. C'est effectivement 3 chambres, donc ça c'est typiquement le genre de projet qui n'avait pas mal été plébiscité chez nous pour les personnes effectivement qui avaient ces budgets-là entre 300 et 400 000 euros pour faire entre 3 et 4 chambres. Effectivement, la Part-Dieu, ça attire beaucoup d'étudiants, mais aussi beaucoup de jeunes actifs, voilà, qui démarrent, que ce soit dans des cabinets de conseil ou autres chez EDF, et qui étaient prêts du coup à payer un petit peu, même pas mal plus qu'une colocation dans un autre secteur, pour être là, pour être proche, et surtout avec une vie sociale et culturelle qui se développe beaucoup dans le coin. Donc, Lyon 3, c'est là, nous, souvent, pour tester le marché avant d'avoir le recul qu'on a aujourd'hui, on faisait des fausses annonces pour tester un peu l'attention et on était surpris par le nombre de messages à l'heure qu'on pouvait recevoir. Et ça s'est confirmé effectivement derrière quand on recevait les biens en gestion. Ce sont des biens qui ne connaissent jamais de vacances locatives du coup. Oui, absolument. Super, merci David. On va passer sur la partie questions-réponses maintenant qu'on a bien parlé de ces 3 quartiers. Et du coup, je remercie FB dans le chat d'avoir posé les premières questions. Et en fait, je vais rester sur cette fiche pour répondre à la première partie. La première partie de la question, c'est revenir sur la notion d'effort d'épargne. Donc, ce qu'on considère comme étant l'effort d'épargne, c'est le montant qui vous restera à payer à la fin du mois, ou pas s'il y a ce qu'on appelle un excédent de trésorerie, une fois le loyer encaissé et les différentes mensualités, la plus importante étant la mensualité du prêt immobilier, mais ce n'est pas la seule, payée. Donc, quand on va vous présenter des projets comme ceux-ci qui sont des projets réalisés, là pour le coup, on est sur l'ensemble des coûts réels payés par les clients et on est sur les loyers réels perçus par les clients et payés par les locataires. Donc, on a voulu vous montrer des exemples de réalisation concrets. Lorsqu'on va parler d'excédent de trésorerie, on va prendre l'ensemble des coûts du projet qui vont générer une mensualité. Donc, par exemple, évidemment, la mensualité sur l'emprunt, sur le foncier, les travaux, l'ameublement que vous pouvez souvent passer dans votre emprunt, ainsi que les frais de notaire et Mastéos. Donc ça, selon les négociations avec votre courtier ou votre banque, il y a plus ou moins de financement qui va être octroyé. Dans les modèles qu'on a partagés là, on est parti sur une base où nos clients finançaient le projet à hauteur de 10%. Donc typiquement, sur un projet à 337 000, on avait 35 000 euros
d'apport, 302 000 euros qui étaient du crédit. Et donc, dans l'excédent, il va y avoir également d'autres mensualités qui vont rentrer. On va prendre en compte votre assurance, propriétaire non occupant. On va pouvoir prendre en compte vos frais de gestion locative, si vous avez décidé de nous déléguer la gestion. En transparence sur ce qu'on a présenté aujourd'hui, on n'a pas inclus les frais de gestion locative. Et l'ensemble des charges importantes de copropriété notamment et de taxes foncières. Une fois qu'on a mensualisé tout ça, on fait ce calcul d'excédent de trésorerie ou d'effort d'épargne. Pour être très clair, sur le marché de façon générale aujourd'hui, avec les taux qui sont ceux actuels, donc entre 3,5 et 3,8%, disons, on est dans l'ensemble sur des projets sur lesquels on va devoir faire un petit effort d'épargne. Petit effort d'épargne, on est entre 75 et 150, 175 euros sur la majorité de nos projets. Après, il faut voir qu'à côté de cet effort d'épargne, évidemment, vous êtes en train de gagner en capitalisation puisque chaque mois, vous avez un locataire qui rembourse vos loyers et qui vous permet de rembourser votre bien. Donc, ce sont les deux choses à prendre en compte. On a certains projets qui répondent à certains clients qui vont aller chercher un excédent de trésorerie mensuel. Mais attention, ce n'est pas le Graal. Comme dans toute équation financière, il y a toujours ce fameux couple entre le rendement et le risque. Et plus on va avoir un rendement élevé, et je reste du coup sur cet exemple parce que c'est une colocation, qui dit colocation dit risque plus important également, parce qu'il y a plus de turnover, donc de changement de locataire, que le bien peut se dégrader s'il n'est pas suivi de très proche par un gestionnaire. Bref, le niveau de risque est plus important. On va donc aller se rémunérer mieux sur le rendement. Et dans ces cas-là, on dégage un excédent de trésorerie. C'est deux approches qui ne s'opposent pas, mais dans lesquelles il va falloir évaluer quels sont vos objectifs, sur combien de temps vous voulez emprunter, quelle proportion de votre épargne personnelle vous allez dédier au projet et pour faire les bons choix. Et nous, on est là pour vous accompagner. Mais voilà, le but, ce n'est pas nécessairement d'aller chercher un excédent de trésorerie, c'est d'aller chercher un projet qui correspond à vos besoins, à votre besoin de stabilité, et notamment pour des clients, et c'est le cas de 99% de nos clients qui investissent dans une ville où ils ne vivent pas. Donc voilà, parfois un peu plus de paix d'esprit et un peu moins de rendement peut valoir le coup. Donc ça, c'était sur la première question. Sur la seconde question, la question était, pour moi qui ne vous connais pas très bien, quels seraient vos plus par rapport à l'idée de se lancer seul? Alors, les plus, je vais vous en donner 4. Le premier, c'est le gain de temps. On estime que pour faire son premier investissement immobilier seul, c'est une dizaine d'interlocuteurs différents et c'est à peu près 200 heures de travail que vous allez devoir y dédier. Tout le monde n'a pas ce temps disponible, tout le monde n'a pas envie de dédier ce temps à ces projets-là. Et notre objectif, c'est d'être l'interlocuteur unique pour vous accompagner et vous faire gagner énormément de temps, tout en vous permettant de rendre de l'investissement locatif accessible et donc de faire votre premier ou pas, ou faire un autre investissement immobilier. Le second, c'est l'expertise. Je vous le disais, on a beaucoup de nos clients qui ne sont pas sur place et qui vont vouloir aller s'exposer à une autre ville, soit pour diversifier leur patrimoine, soit parce que la ville où ils vivent actuellement ne présente pas les attraits ou les rendements qui les intéressent. C'est le cas notamment de notre clientèle parisienne, c'est le cas de notre clientèle expatriée. Donc, avec notre présence sur place, on va être capable d'apporter une connaissance de la ville, du quartier, de la rue, de la copro, qui sera extrêmement difficile de répliquer. Et donc ça, c'est quelque chose que vous venez chercher avec nous. La troisième chose, c'est notre approche clé en main. Notre approche clé en main, elle signifie qu'en fait, sur l'ensemble de l'investissement, on va vous accompagner. On ne fait pas que chercher un bien, on va le rénover et on va en prendre la responsabilité en gestion locative. Sur la rénovation, on ne va pas vous mettre dans les mains d'un interlocuteur, un sous-traitant lambda. On va être chez Mastéos contractant général. Ça veut dire qu'on va porter l'ensemble des responsabilités du projet, le prix et les délais. Donc, c'est avec nous que vous signerez un devis et c'est nous qui nous engageons sur les termes de ce contrat. Donc ça, c'est hyper rassurant, sachant qu'on va souvent être, pour aller chercher les bons rendements, sur des projets
avec des enveloppes travaux qui peuvent être conséquentes. On a présenté là des projets, je crois, qui oscillent entre 20 000 et 60 000 euros. Et donc, on s'assure de vous apporter l'accompagnement jusqu'au bout. Et puis, le dernier point, c'est la sécurité. À travers le projet, on va vous proposer pas mal de garanties et d'assurances pour vous sécuriser. Alors, c'est certes optionnel, mais c'est le fait d'être clé en main qui nous permet de faire cela. On va vous présenter une assurance d'achat-revente. Si jamais vous devez revendre l'appartement rapidement, on va vous garantir un prix de sortie. Au niveau des loyers, on va vous proposer une garantie loyer impayé. Et ça, c'est seulement parce qu'on a suivi l'ensemble du projet, on l'a choisi avec vous et on le connaît par cœur, on en a fait des travaux. Donc, on peut le sécuriser tout au long du processus. J'espère que ça a pu répondre à cette question. La troisième, je pense qu'elle va être pour toi, David, ou pour toi, Zoé. Pouvez-vous parler un peu de l'exploitation Airbnb sur Lyon et sur les restrictions? Oui, effectivement, l'Airbnb à Lyon, aujourd'hui, la métropole, elle surveille beaucoup l'Airbnb et cherche à diminuer son impact sur l'attention locative. Justement, on en parlait précédemment. Donc aujourd'hui, la réglementation, elle est assez simple. C'est pour le logement, et je vous expliquerai après pourquoi j'insiste sur le mot logement. C'est interdiction à moins de faire une compensation. Une compensation, ça veut dire qu'on a un deuxième bien de taille similaire dans le secteur qu'on va louer en location classique. Ou alors, en achetant ce qu'on appelle de la commercialité, c'est-à-dire qu'on va, c'est un peu technique, mais on va acheter le caractère juridique commercial pour l'attacher à ce bien. Donc aujourd'hui, c'est encore possible de faire du Airbnb, mais ça devient de plus en plus technique. Aujourd'hui, il y a deux possibilités. Soit acheter un local commercial qu'on va effectivement transformer en logement et pour y faire du Airbnb. Aujourd'hui, c'est possible. Donc, on peut avoir l'autorisation pour cela. Uniquement, si on regarde un peu ce qui se passe dans d'autres villes et notamment Paris, déjà aujourd'hui, Paris demande absolument à ce qu'il y ait la sous-destination hôtellerie et hébergement touristique. Donc aujourd'hui, soit on achète un local commercial et moi je conseillerais de tout de suite faire la demande de changement de sous-destination en hébergement touristique et hôtellerie, soit, et c'est la plus sécurisante aujourd'hui, c'est d'acheter des biens qui ont déjà la sous-destination hôtellerie et hébergement touristique. On en a eu effectivement chez Mastéos, il y en a encore quelques-uns qui sont c'est souvent des projets qui se vendent off-market et souvent des projets qui se vendent avec un prix au mètre carré supérieur parce qu'on a souvent des professionnels de l'immobilier qui ont porté le projet, qui ont pris entre guillemets le risque de faire ces changements de sous-destination pour que tout soit prêt pour des investisseurs. Mais effectivement, il y en a des produits, c'est encore possible. Uniquement, ce qu'il faut garder en tête, c'est logement égale habitation, donc habitation, interdiction. Super, merci David. Et je vais rebondir sur la deuxième partie de la question de Patrick. C'est une question que j'allais moi te poser un peu piège. Ici, on a décidé pendant cette heure de parler seulement de Lyon et de ses différents arrondissements. On n'a pas voulu partir trop loin. On accompagne souvent des clients en dehors de Lyon, notamment les personnes qui soit sont très frileuses par rapport à l'évolution de l'encadrement des loyers, soit cherchent un prix d'acquisition un petit peu plus bas. Est-ce que, et donc pour rejoindre encore la question de Patrick qui demande où est-ce que je pourrais aller autour de Lyon, vous, David, Zoé, si vous aviez à sortir de Lyon, là j'ouvre un peu le champ des possibles, est-ce qu'il y a des communes que vous recommanderiez un petit peu plus sur une fois qu'on sort vraiment du Lyon intramuros? Ouais. En commune qui fonctionne très bien, c'est Caluire-et-Cuire. C'est juste à la frontière du 6e arrondissement, de Villeurbanne et du 1er.
C'est en face du parc de la Tête d'Or, pour ceux qui peuvent connaître. On est à quelques minutes, peut-être un quart, 10-15 minutes en transport en commun du grand campus de la Doua dont on parlait tout à l'heure. Et c'est vrai que ça se loue très très bien. Il n'y a pas d'encadrement de loyer. Les prix sont un peu inférieurs par rapport au centre de Lyon, ce qui fait qu'on peut avoir des très bonnes rentabilités. Plus sur des petites surfaces. Sur les surfaces un peu plus importantes, ça reste encore assez résidentiel, donc un petit peu haut quand même en prix. On n'a pas vraiment fait de projet de colocation dans ce secteur-là. On a plutôt fait des studios T2, mais qui fonctionnent vraiment très très bien. Et surtout, le centre-ville est accessible très facilement. On se croirait dans le centre de Lyon, sauf que voilà, la commune, c'est Caluire-et-Cuire. Après, il y a aussi la commune de Oulin. Mais il y a tout le. Tout à l'heure, on a parlé de la presqu'île. Effectivement, la presqu'île fait frontière avec et la Mulatière et Oulin, qui sont deux communes du sud de Lyon, qui se développent énormément depuis l'arrivée du métro. La première station, ça doit avoir déjà une dizaine d'années. Et il y a deux nouvelles stations qui ont été inaugurées pas plus tard que cette année, qui dynamisent beaucoup le secteur. Et donc, effectivement, comme la première partie de la question portait sur le Airbnb, ça aussi, c'est une stratégie, c'est de se mettre juste à côté de Lyon, à Villeurbanne, par exemple, exactement, Villeurbanne, Moulins, Caluire, tout en étant hors de Lyon, pour du coup ne pas avoir les réglementations qui aujourd'hui ne concernent que Lyon. Ça peut évoluer, mais aujourd'hui, en tout cas, c'est uniquement Lyon intramuros où ces restrictions-là existent. Super. Donc Patrick, voilà, pour répondre à votre question, notamment Caluire et Cuire, Oulin, et puis Villeurbanne où il n'y a pas de restriction Airbnb, mais où on a l'encadrement des loyers. Par contre, du coup, Exactement. On a encore un loyer, mais pas les restrictions. Et ils exactement. sont, je crois que, ouais, effectivement, les communes de plus de 150 000 habitants, ils ont l'obligation d'avoir un peu une loi sur l'Airbnb. Après, le détail est assez libre, mais en tout cas, c'est le genre de commune qui se penche sur la question. Ouais. Super. Merci David, merci Zoé. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Ce que je vous propose pour les 10 dernières minutes, et on va vraiment rester dans le temps imparti sur sur ce webinaire, c'est qu'on va simplement vous présenter, pour ceux que ça intéresserait, parce qu'on sait que parmi vous, il y a des personnes qui sont voilà, peut-être plus proches dans l'idée d'aller de l'avant sur un achat, sur un investissement. On va vous présenter 3 biens qui sont exclusifs, qui ne sont pas encore présents sur notre application. Donc, on fait ça sur chacun de ces webinars, de vous montrer des exclusivités pour vous remercier également d'être là. Et ces 3 biens ont été sourcés en début de semaine, donc on les a depuis entre vendredi dernier et ce lundi. Ils sont très alignés, évidemment, avec les stratégies qu'on vous a présentées un petit peu plus tôt sur cet appel. Je vais laisser David et Zoé vous en parler. Et puis sur les prochaines étapes, bah, évidemment, vous n'hésitez pas à me contacter directement sur LinkedIn ou à contacter vos conseillers. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà des conseillers si vous voulez parler d'un de ces biens. On commence par l'appartement de 18 mètres carrés qu'on a sourcé sur Lyon 2. Vas-y, David. Donc là, on y est dans la partie de la presqu'île dont je vous parlais. Effectivement, il s'agit d'un. Alors, c'est assez étrange, c'est un ancien entrepôt qui se trouve dans une cour intérieure d'un immeuble et qui est assez joli de l'extérieur, je le précise, parce qu'effectivement, à l'intérieur, c'est tout du béton brut. Mais effectivement, ça fait un peu une petite copro à l'intérieur. Voilà, c'est ça l'extérieur. Et il y a un toit terrasse. Si tu continues à dérouler les photos, Arthur, où voilà, c'est ça le toit terrasse qui est assez, voilà, qui peut être exploité. C'est assez intéressant. Donc ça, c'est un professionnel de l'immobilier qui vend l'ensemble. Donc l'avantage de ce type de produit, c'est que l'ensemble des parties communes sont rénovés. Et effectivement, les appartements sont vendus à l'état de plateau pour pouvoir faire un maximum de travaux. Ça va favoriser effectivement si vous voulez faire du déficit foncier, donc
au niveau fiscal, ou alors pour amortir plus longtemps sur le LMNP en espérant que ça ne disparaisse pas. Effectivement, il y a une actualité sur le LMNP, mais en tout cas, effectivement, les travaux permettent, quoi qu'il arrive, d'acheter à des prix bas, parce que quand on a ce niveau-là de travaux, on s'adresse à 10% voire moins du marché. Et du coup, c'est des produits uniquement pour des investisseurs. Quelqu'un qui cherche sa résidence principale va pas trop se tourner de manière générale sur ce type de biens où il y a des travaux conséquents. Super. Ici, on est sur un rendement brut à 53%, loyer hors charge, du coup 650 euros pour une surface de 18 mètres carrés. Donc, on va déboucher sur un studio, David. Et sur 35 000 euros, si on prend en compte les rénovations qui vont aussi avoir lieu sur les parties communes, c'est un projet qui sort de travaux et qui est prêt pour la mise en location juste avant l'été, à peu près. Oui, tout à fait. Du coup, de toute manière, le vendeur, il a l'obligation, enfin, au moment d'aller signer le compromis, etc., il s'engage sur les travaux sur les communs. Donc, au moment de réceptionner le lot, les communs, ils sont finis. Et du coup, ça, il le fait dans la durée. Ben, par exemple, s'il reçoit l'offre aujourd'hui et on sait que entre l'offre et la signature, il y a 3 mois. Pendant ces 3 mois, il rénove les parties communes et ensuite il livre le plateau brut pour que Mastéos Travaux donc, puisse prendre la suite et finir le bien. Et tu l'as peut-être dit, mais simplement, dernière question sur ce bien. Il y a plusieurs lots disponibles dans l'immeuble en rénovation? Oui, il y en a plusieurs. À mon sens, en tout cas, si on reste dans une stratégie un peu équilibrée, 2 qui sont les plus intéressants. Il y en a un qui est plus petit que celui-ci, mais du coup qui est vendu au même prix. Donc, j'ai préféré mettre celui-ci en avant. Et d'autres qui sont plus grands et du coup un petit peu moins intéressants, en tout cas en termes de performance, voilà, de rentabilité. Mais il y en a 4 ou 5, combien il y en a? 4. Ouais, 4 lots il y a en tout. Ok. Par contre, ça veut dire qu'il y a sûrement d'autres biens qui vont partir pour de la résidence principale, donc ce sera une copro bien équilibrée aussi. Oui, exactement. Il y a un grand, et pour moi, celui-là, ça va absolument être la résidence principale parce qu'il est même en duplex. Donc, ça, c'est typiquement le genre de produit qui marche bien en RP. Et 3 petits lots qui peuvent aussi être de la résidence semi-principale, on va dire, parce qu'on a beaucoup le phénomène des parents qui achètent pour les enfants, comme ils trouvent pas de loc. Surtout dans ce secteur et dans certains autres à Lyon. Mais oui, effectivement, il y aura pas que de l'invest. Ouais. Ou des personnes qui travaillent régulièrement à Lyon et qui préfèrent même acheter un logement, Un pied-à-terre, ouais. un pied-à-terre. Ouais. Super, surtout dans ce quartier. Mm. Super. Sur le second bien, on est sur Lyon 8 du coup. Et pareil, c'est un immeuble qui est en rénovation. Donc, de nouveau, on essaye de faire du neuf dans l'ancien, quoi, complètement. Exactement. Donc là, ce projet, il se trouve proche de 2 sites de la faculté de médecine. Donc il y a le site Grange-Blanche et le site Laennec. Les deux sont à moins d'une vingtaine de minutes à pied, plus rapide en transport. Et donc là aussi, c'est un projet dans lequel les parties communes sont refaites à neuf. On a donc déjà l'extérieur du bâtiment et les couloirs qui vont être réhabilités. Il y a des places de parking et du coup aussi une fermeture de la résidence qui va être faite. Et un truc très intéressant pour les investisseurs, c'est que dans cette copropriété, on le voit sur cette photo, il y a un panneau publicitaire qui rapporte déjà 2 000 euros à la copropriété. Donc, ça va être un projet sur lequel les charges pour l'entretien d'immeuble vont peser très, très peu. Et donc, on va avoir un rendement net qui va être plus proche du brut que dans d'autres résidences. Super. Merci David. Je vais répondre à la question de FB dans le chat qui nous questionne sur le financement. En effet, hein, donc si on prend l'exemple précédent, là on est sur un coût total de projet à 158 000 euros.
Quand on parle de coût total, on parle à la fois du prix du foncier, donc le bâtiment, l'appartement qu'on va acheter chez le notaire, on parle des rénovations, on parle des frais de notaire et on parle des frais Mastéos. Donc on a vraiment voulu être aussi transparent que possible. Ça, c'est le coût total du projet. Et ensuite, selon vos cas spécifiques, et je vous invite à jouer, il y a plein de modélisations possibles que vous pouvez faire sur chacun de nos biens. Vous pouvez ensuite simuler votre situation personnelle et vous dire, ben, moi, j'ai envie d'utiliser mon levier bancaire au maximum, donc je vais essayer d'être seulement sur 15% d'apport et puis sur un financement sur 25 ans, parce que j'en ai parlé à ma banque, et je vais essayer d'être sur un effort d'épargne qui est raisonnable, mais qui me permet vraiment d'utiliser le levier bancaire, et moi de mettre un apport très faible. Ou bien de vous dire, bah là, j'ai un petit peu d'argent de côté, et ce qui est important pour moi, en fait, à ce moment-là, c'est d'avoir un cash flow neutre. Je veux que le truc s'autofinance et je veux plus avoir à y penser. Bon, bah là, on pourra faire des modifications avec vous. Pareil, après, on en parle avec votre banquier, on en parle avec votre courtier, on vous accompagne là-dessus. On a des courtiers Mastéos dédiés qui vous aident à trouver le bon financement qui correspond à vos attentes. Et donc, typiquement, on peut faire varier ces points-là pour qu'on arrive à un projet, par exemple, qui s'autofinance et qui répond plus à vos besoins. Il n'y a pas un projet parfait, il y a juste un projet qui vous correspond. Mais donc, oui, FB, le coût du projet, il est ici. Et là, dans ce cas-là, d'ailleurs, je ne voulais pas mentionner, on a même inclus l'ameublement. Donc, on va avoir parfois des clients qui veulent acheter 100 meubles et louer 100 meubles. C'est complètement légal et possible. Ça dépend plus de votre approche. Donc, ça, c'est une enveloppe qu'on peut faire sauter si vous le désirez. Et puis, les frais bancaires. Et ça, c'est avant négociation avec votre banquier. Encore une fois, on a vraiment mis tout le package. Typiquement, pour ceux qui connaissent cette approche, David a parlé de déficit foncier. Si vous voulez au déficit foncier, évidemment, on ne fera pas l'ameublement de ce logement et on est sur une enveloppe plus basse, 150 000. Attention à quand même considérer l'équation entre les loyers et le fait d'être meublé ou non, qui est important, plus l'impact sur le régime fiscal. Et ça, on pourra revenir là-dessus dans d'autres webinaires, notamment sur le choix loueur meublé ou déficit foncier. J'espère que ça a répondu à votre question, FP. Et donc, pour finir, un dernier bien, on vous a présenté 3 quartiers. Donc, évidemment, on vous présente, on a réussi à trouver 3 biens qui correspondaient à ces 3 stratégies. Là, on est sur un projet avec moins de travaux parce qu'on sait que pour certains clients, on a envie de mettre en location plus rapidement parce que peut-être on est frileux pour un premier achat. Alors, attention, hein, comme d'habitude, les travaux, ça veut aussi parfois dire être capable d'acheter avec une décote. Donc, encore une fois, il n'y a pas de projet idéal. Le projet idéal, c'est celui qui vous correspond. Celui-ci correspond à une autre stratégie avec un appartement qui est en meilleur état et sur lequel on va juste faire quelques retouches. Alors, c'est quand même 18 000 € de travaux, mais pour qu'ils sortent correctement et qu'ils se mettent très bien derrière. David, je te laisse en dire un petit peu plus sur ce projet. Oui, effectivement. Donc ça, c'est une ancienne résidence étudiante gérée. Donc là, le bail commercial, il a pris fin. Donc tous les propriétaires peuvent vendre leur bien ou le louer à qui ils le souhaitent. Donc comme tu disais, Arthur, c'est une résidence qui est de 1994. Donc le bien, même s'il est au style de 1994, il reste dans un état structurel assez correct et même au niveau de sa performance énergétique. Donc, on a plutôt des travaux d'embellissement à y faire et surtout pour mieux louer plus rapidement et plus cher. C'est souvent la salle d'eau, la cuisine comme ici et salle d'eau, cuisine, peinture, qui doivent être réalisées. Donc, on profite des installations de la résidence étudiante, même si le gestionnaire n'y est plus. Donc, on a des salles, je n'ai pas pu tout visiter, mais il y a des salles communes de coworking. Il me semble qu'il y a une salle de sport et il y a une laverie.
Et ça, c'est effectivement c'est intéressant pour l'encadrement des loyers, notamment de justifier qu'il y a des services supplémentaires par rapport à une copro classique qui se trouverait juste à côté. Ouais, on a vu Zoé te souffler l'indice, mais en effet, c'est un point important. Et une vraie question de ma part, c'est sur ces projets qui sortent d'anciennes résidences gérées. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe, hein, c'est vraiment des résidences étudiantes sur lesquelles il y avait un gestionnaire privé qui avait pour rôle de gérer et qui a un bail commercial qui, en général, s'étend sur 7 ans. À la fin du bail, parfois, il n'est pas reconduit. C'est le cas ici. Est-ce qu'on a, David, des frais de copro qui sont plus élevés? Est-ce que, je ne sais pas, des communs plus grands parce qu'il y a une petite salle de sport ou est-ce que ça reste raisonnable? Relativement plus élevé. Ici, en fait, on a des charges qui sont d'environ 70 euros par mois, alors que dans une copro, on va dire plus dans son jus, sans aucun service, on serait à une quarantaine. Donc, effectivement, les charges sont plus élevées de manière générale parce que ben, il faut quand même entretenir. Ben, déjà, il y a des ascenseurs, ça c'est la première chose, alors que dans plus ancien, c'est pas nécessairement le cas. Il faut entretenir ben, les installations de la salle de sport, à l'abri. C'est souvent après, c'est souvent des résidences dans lesquelles il y a des caméras de sécurité et tout ça, ça a tendance à rester même après le départ du gestionnaire. Donc effectivement, ce sont des charges un petit peu plus élevées, mais l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de lots. En fait, dans les résidences étudiantes, on trouve beaucoup de studios et du coup, c'est bien réparti, mais ça reste plus élevé que dans une résidence classique. Ça marche. OK. Sur ce projet-là, on est à 5%. On a choisi de vous présenter, parce que c'est ce qu'on a trouvé, hein, pour le coup, là, on vit aussi avec le marché immobilier, des projets qui étaient plutôt des petits projets. Je pense qu'on a que des projets entre 160 et 180 000 euros. On sort des projets de coloc voilà, pendant chaque mois. Euh, Aujourd'hui, il n'y en a pas sous la main, mais on en a vendu un pas plus tard que vendredi dernier. Et voilà, on ne vous en a pas présenté simplement parce qu'aujourd'hui, on n'en a pas. Mais voilà, c'est l'importance de rester connecté à son marché, de sauter sur les bonnes occasions quand elles se présentent. Et donc ça, ces trois biens-là, comme je vous le disais en intro, ils n'ont pas encore été publiés sur notre site. Ça va l'être dans les prochaines heures. Donc une petite exclusivité pour la vingtaine d'entre vous qui étaient présents aujourd'hui. Je vous remercie. On est juste à 14 heures, donc on est dans les temps. Si jamais vous avez encore des questions, c'est maintenant. A priori, je ne vois personne écrire dans le chat. Écoutez, n'hésitez pas à contacter Mastéos, à vous inscrire dans l'application, à faire vos recherches sur Lyon. David Fermin, Zoé Ravoire, moi-même, on restera disponible si vous avez la moindre question. Et puis bon investissement à tout le monde. Merci Zoé, merci David. Merci, Très bonne très bonne journée à tout le tous. monde. Au Au revoir. revoir.